Messieurs, dames, bonsoir. Donc, merci d'être venus à cette rencontre. Alors, avant d'attaquer profondément le sujet, je voudrais faire une introduction générale, à savoir que, bien évidemment, je ne vous demande pas de croire ce que je vous dis. Je ne suis pas là pour vous convertir, vous conditionner, vous influencer ou autre plaisanterie. Ce qu'on va essayer de faire pendant 2 heures, c'est de faire un voyage d'exploration et de le faire ensemble. J'espère que je ne vais pas être seul comme explorateur et que nous allons être ensemble. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui mène les autres. On va essayer de faire comme cela, d'apprendre ensemble et de voyager ensemble. Une très brève introduction. Alors, le thème de la journée, de la soirée, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, et sans doute à vous si vous êtes venus. Donc c'est la nature et la perception du sacré. J'ai pris ce thème puisque, malheureusement, nous autres occidentaux, en quelque sorte, nous sommes coupés de la nature. Nous sommes très urbanisés, très intellectuels, on a de nombreuses qualités, mais le contact avec la nature s'est éloigné. Et donc nous avons perdu un aspect important de la vie. Ce n'est pas le seul aspect, la nature, mais c'est un aspect très important puisque la nature rappelle à l'homme que les créations de l'homme ne sont pas tout. Parce que nous vivons dans une société qui a des qualités. Toutes les créations des hommes, la médecine, la technologie, tout ce qu'ont fait les hommes, de nombreuses choses sont très très belles, d'autres moins belles. Mais la société de l'homme n'est pas toute la vie. Et donc la nature nous rappelle qu'il y a autre chose que nos propres créations et qu'il y a un univers qui est bien plus vaste que l'univers de l'homme. Ce n'est pas en opposition avec l'univers de l'homme, ça nous montre la juste place. Nous avons une place dans l'univers, naturellement, comme les animaux, les plantes, d'autres choses. Donc nous avons, malheureusement, avec le temps, perdu ce contact et nous sommes devenus en quelque sorte, mais je vais développer, nous avons perdu une sensibilité naturelle à la nature. Il nous faut des images absolument extraordinaires ou des livres, des descriptions, des films tout à fait époustouflants pour qu'on se dise « Ah oui, c'est quand même beau la nature ». Mais dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on regarde même le brin d'herbe au coin de la rue? Peut-être que oui, mais je ne suis pas certain. Et en tout cas, si on le regarde, on ne le trouve pas aussi extraordinaire que le fabuleux reportage qu'on a vu à la télévision. Il nous faut que quelqu'un nous dise c'est beau pour qu'on se rende compte que c'est beau. Donc je pense que nous avons, en quelque sorte, nous sommes involontairement exclus de la nature. Il y a la nature et nous. Nous ne nous sentons pas comme étant la nature. On se promène dans la nature, on va visiter la nature, mais il y a la nature et nous. Un ami, une fois, on se promenait dans les montagnes du Sud en voiture, il me dit, on se promène dans la nature. Alors je n'ai pas réfléchi, je dis non, on est la nature. Il a été très gêné. Je trouve que ce n'est pas gênant. Donc, on va essayer de développer comment cette séparation, cette coupure s'est faite. Et est-ce que nous pouvons retrouver une vraie relation? Une relation, pour moi, une relation vraie, c'est quand on devient la chose avec laquelle on est en relation. Par exemple, c'est un exemple. Quand nous avons un sentiment d'amour pour quelqu'un, tout de moins au début, il y a une union avec cette personne. Il n'y a pas deux personnes qui s'aiment, en quelque sorte, on peut dire il y a l'amour. Et donc,
Si on pouvait dépasser cette notion de relation à la nature et devenir la nature, qu'est-ce que ce serait beaucoup plus intéressant, et on oublierait un petit peu les concepts de développement durable, toutes ces plaisanteries. Il s'agit d'être, comment dire, de vivre, le mot est tellement utilisé, mais disons-le, de vivre simplement en harmonie avec la nature, d'être avec elle, de ne pas être en conflit, mais pas de vouloir se développer au détriment de la nature. C'est une parenthèse. Hein. Donc, je vais aborder ça de manière très très concrète, qui va peut-être vous paraître complexe au début, mais je vais aller très lentement. Je vais aborder cet aspect sous l'aspect de la perception, hein, c'est le thème. Comment est-ce qu'on perçoit la nature et comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, devenir cette nature? Alors, vous avez certainement, peut-être pas tous, mais beaucoup, déjà eu un sentiment lors d'une promenade dans la nature ou lors d'une randonnée, un sentiment qui vient sans que nous l'ayons invité, un sentiment en quelque sorte d'union avec la nature ou de bien-être dans un paysage ou face à un soleil couchant. Donc là, on va dire que c'est un sentiment de bien-être et de tranquillité. Mais je voudrais noter qu'il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus grand que juste être bien. Quand nous observons une chose, naturellement ça vous le savez, nous observons à travers nos sens, évidemment, à travers la vision ou l'odorat ou tous les sens, et de manière classique, nous savons que ce qui est devant nous est un arbre, parce que nous avons dans notre mémoire des informations concernant les arbres, on sait très bien ce que c'est un arbre, et quand notre perception nous fait rentrer en contact avec l'arbre, en fait, notre contact en fait est la reconnaissance de ce que l'on sait déjà sur l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez, on a une mémoire des informations, botaniques ou autres, hein, de nombreuses informations, et en voyant l'arbre, en fait, on le reconnaît. C'est une reconnaissance. On utilise un souvenir pour être en contact avec cet arbre. Donc, dans ce processus, qui est un processus normal et naturel, hein, nous sommes surtout en contact avec la mémoire que nous avons des choses. Pareil, je le dis à chaque fois, si on a un époux ou une épouse, quand on dit « je connais bien mon épouse », ou « je connais bien mon époux hein, », qu'importe, en fait, on connaît l'idée qu'on a de l'époux. Mais connaît-on l'époux? On connaît l'idée, les a priori qu'on s'est construit sur notre épouse, mais connaissons-nous vraiment notre épouse? Et on fonctionne naturellement dans toutes les relations, dans toutes les activités de cette manière. Parce que nous avons des milliers d'informations. Donc, en général, nos expériences, ce sont des expériences de reconnaissance, hein, qui sont liées à la mémoire et aux souvenirs que nous avons emmagasinés. Mais il peut y avoir d'autres types de contacts qui se font en dehors de la mémoire, c'est ce que nous allons essayer d'explorer, et en dehors des souvenirs. Sinon, nous serions très 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 limités. Hein, on vivrait uniquement dans le passé. S'il n'y a que la mémoire, on serait uniquement dans un musée, en train de raconter nos vieilles histoires, et ce serait dramatique. Donc, peut-on observer quelque chose sans utiliser tout le bagage intellectuel, le bagage mémoriel que nous avons sur cette chose? D'abord, peut-être que je vous raconte une plaisanterie, et peut-être que ce n'est pas possible, hein, on va voir cela. Quand nous observons une chose et que tout d'un coup, on va dire dans un bois, en sortant d'un bois, tout d'un coup on arrive dans une prairie, c'est un exemple, où naturellement la lumière est différente du bois, les couleurs sont différentes, et il se peut, ce n'est pas systématique évidemment, il se peut que tout d'un coup,
cette ouverture de lumière, cette prairie, nous impressionne tellement que c'est comme si nous la voyions pour la première fois. C'est comme si nous découvrions pour la première fois une clairière dans une forêt, avec la couleur de l'herbe et tout ceci. Et tout ceci est tellement beau, c'est plus que beau, mais les mots sont faibles, on va rester avec ce mot-là. Tout ceci est tellement beau qu'en fait on le regarde comme si on ne l'avait jamais vu. Cela nous impressionne, cela nous intéresse, cela nous passionne. Et donc, on observe complètement on va dire la situation, on observe ce qui est devant nous. Et si ce qui est devant nous nous passionne totalement, c'est ce que nous observons qui compte. Et tout d'un coup, ce ne sont plus mes réactions par rapport à ce que j'observe qui compte. Si c'est la prairie qui compte, c'est pas le dialogue « Mon Dieu, que cette prairie est belle » qui compte. Cela n'a aucun intérêt. C'est la beauté de la prairie qui compte. Et donc, toute l'attention, toute l'observation se porte naturellement vers ce que l'on observe. Et comme c'est ce qu'on observe qui compte, à un moment donné, nous ne sommes plus en train de faire des commentaires, parce que les commentaires concernent notre ressenti. Devant le coucher de soleil, on peut très bien dire « Mon Dieu, que ce coucher de soleil est beau » et ne pas regarder le coucher de soleil. Quand on dit « Mon Dieu, que le coucher de soleil est beau », on parle de soi. C'est dire « Mon Dieu, comme je trouve ce soleil beau ». On ne parle pas du soleil. Donc quand on observe quelque chose de manière naturelle, profonde, on n'utilise pas la mémoire. Quand c'est une perception vibrante, vivante, pourquoi utiliserait-on la mémoire pour quelque chose qui est aussi vivant? Ça n'a aucun intérêt. Donc on observe complètement ce qui est devant nous, et les pensées, le fonctionnement de la pensée, au moins momentanément, on est prudent, comme je le fais souvent, au moins momentanément, on va dire, les pensées sont silencieuses, se sont absentées pendant cet instant de perception. Et donc, nous découvrons que l'esprit, dans cette perception, tout d'un coup, il devient silencieux, dire que la pensée ne s'exprime pas. Et autre chose importante, mais on va revenir sur tout ça, la pensée ne s'exprimant pas, il y a un silence, et également le mouvement habituel de l'esprit, la recognition, le bavardage que l'on connaît, ce mouvement est suspendu également. Donc il y a une immobilité de l'esprit, de la pensée, et c'est pour cette raison même que la mémoire n'est pas utilisée. La mémoire est toujours là, nous ne devenons pas amnésiques, soyons précis, mais simplement, nous n'avons pas besoin de l'utiliser. C'est comme il peut y avoir de l'électricité dans un câble, on allume la lumière ou pas, on l'utilise ou pas. Dans ce sentiment d'union où il y a une grande tranquillité, d'ailleurs c'est un esprit très clair qui vit ça, c'est un esprit très clair qui est très tranquille et qui n'est pas du tout dans l'angoisse ou dans une espèce de peur. Et donc on n'a pas besoin, on va dire, de se rassurer. Les commentaires des pensées, bien souvent, servent à nous rassurer. Est-ce nécessaire de se dire toutes les 5 minutes, nous sommes dans cette belle librairie? Nous savons que nous sommes dans cette librairie. Il n'est pas nécessaire de se remémorer cette information sans arrêt. Donc, dans le contact avec la nature, il peut exister ce genre de perception qui existe au-delà de la pensée. Et là, nous avons deux choses, je vais essayer de bien expliquer ça, deux choses qui font que la relation est complètement différente de ce que l'on connaît de manière classique.
Si nous n'utilisons absolument aucune information, on va prendre sur un arbre ou sur une plante, aucune information que les hommes ont construit, la botanique, toutes ces informations, même le nom même de cette plante n'est plus utilisé. Cette plante, c'est plus la plante que les hommes ont nommée. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose de libre et mystérieux. Et notre pauvre petite explication humaine, elle a sans doute un intérêt, mais elle est extrêmement limitée. Donc cette chose devant nous, c'est comme un mystère, on va dire. Voilà, prenons ce mot. Voilà. C'est une chose mystérieuse, mais qui n'est pas cachée, pas dans le sens caché. Donc ce n'est plus l'arbre des hommes qui est devant moi. Et à l'autre bout de la perception, si on peut dire, entre guillemets, l'observateur, le moi, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est d'autre qu'un amas de pensées, qu'un paquet de mémoires rajoutés les unes sur les autres? Le penseur dépend des pensées, évidemment, je dis une blague. Mais alors, messieurs, dames, si toutes les pensées sont suspendues, si tout l'esprit est complètement immobile et silencieux, qu'est-ce que le penseur? J'espère que vous sentez ça. Qu'est-ce que le penseur? Où est le moi? J'allais dire j'ai bien peur, mais non, heureusement, il n'est plus là. Au moins momentanément, les pensées étant suspendues, la création des pensées, qui est le penseur est suspendu également. Et la différence que nous connaissons entre ce qui est observé et l'observateur, cette fameuse séparation-là, cette chose-là est totalement abolie. Elle n'existe plus. Il n'y a plus un esprit qui essaye de rentrer en contact avec la nature. Cette séparation spirituelle ou psychologique, on va dire, des choses comme ceci. Devant nous, il y a un mystère et tout d'un coup, nous sommes le mystère. Et je pense que si cela existe, alors on peut s'illusionner, on va développer ça, on peut se tromper et se raconter des belles histoires, naturellement. Mais si cela est réel pour un esprit très clair, très en paix, très tranquille, en fait, le mystère, tout d'un coup, il dépasse, puisqu'il n'y a même plus un objet spécifique regardé, puisqu'on a oublié le mot arbre ou le mot fleur. C'est tout l'univers qui est là. Une chose est en relation avec tout l'univers. Aucune chose n'existe de manière isolée ou autonome. Vous connaissez certainement la fameuse image reprise souvent. Certains disent la mer est une multitude de petites gouttes d'eau rassemblées les unes les autres. C'est une image, mais quand nous regardons l'océan, nous voyons l'océan. Nous ne voyons pas des multitudes de petites gouttes d'eau collées les unes contre les autres. On voit une immensité, et dans cette immensité, il y a des mouvements. Mais la goutte d'eau, c'est presque une abstraction intellectuelle, une idée. Nous voyons la mer. Il peut y avoir des mouvements, des vagues, de l'écume. Et donc, tout d'un coup, sans qu'on le décide naturellement, la goutte d'eau elle-même est abolie et il y a l'océan. Et si on parlait de manière inappropriée, on dirait on devient l'océan, on est l'océan. Mais cela me gêne un peu, c'est comme si le moi se prenait pour l'océan, donc je suis un peu chagrin vu pour cette expression. Je ne dirais pas on est l'océan, je dirais il y a l'océan.